Bienvenue sur la Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Hey! Le thème de notre épisode du jour, c'est s'amuser. Le truc assez dingue dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que on peut avoir des approches différentes, des moteurs différents et finalement arriver à la même méthode. Parce que quand je me suis approchée de Jeanne, de Naturellement, c'était parce que son motto, c'est l'amusement. Sa promesse, c'est de nous faire découvrir la méthode pour apprendre l'allemand en s'amusant et parler au quotidien dans une ambiance conviviale et décomplexée. Donc moi, je voulais vraiment savoir ce qui se cachait derrière son approche de l'amusement. Comment Jeanne fait-elle pour mettre au cœur de l'apprentissage la joie, le fun, et comment est-ce qu'on peut arriver à parler de manière décomplexée. Et en réalité, ce que vous allez découvrir dans cet épisode, au-delà du caractère de Jeanne, de sa personnalité, des conseils qu'elle nous donne pour le norvégien qu'elle a elle-même appris il y a peu de temps, au-delà de tout ça, vous allez voir que ce à quoi on arrive au final dans cette méthode, c'est ce à quoi arrivent d'autres personnes avec d'autres objectifs. On peut avoir un objectif de minimalisme comme Léa de Léa English et arriver aux mêmes conclusions. On peut avoir un objectif d'efficacité extrême comme Tom de apprendre une langue. On peut avoir des objectifs de mémorisation. En fait, on finit par arriver à la même chose, c'est-à-dire retirer l'inutile, être en paix avec le fait de faire des erreurs. Je vous raconte pas tout en fait. Il faut que vous les retrouviez à travers cet épisode. Mais d'abord, quelques mots de plus sur notre invitée du jour, Jeanne. Jeanne est à la tête d'une chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre Naturellement et qui compte plus de 130 000 abonnés, mais aussi de son équivalent pour ceux qui sont allemands et qui veulent apprendre le français, Einfach Französisch, mais pas seulement. Apprendre Naturellement, c'est aussi une plateforme où on peut apprendre l'allemand en ligne facilement en étant accompagné par Jeanne et son équipe et en étant mis en lien avec la communauté franco-allemande qu'elle a créée avec ces deux plateformes. Autre chose que j'aimerais te raconter, parce que je te disais en introduction que on y retrouvait l'essentiel de ce qui fait un bon polyglotte dans cet échange, mais pas seulement. Il y a quelque chose que tu retrouveras dans aucun autre épisode de podcast, c'est la notion de convivialité et la notion d'amusement de Jeanne. Elle est hyper intéressante parce qu'elle vient aussi de la relation à l'autre. Et il y a toute une réflexion sur le présentiel et sur la communication interpersonnelle que je trouve très chouette parce que certaines personnes, peut-être un peu geeks de langue, vont avoir plutôt tendance à voir l'apprentissage des langues comme un outil de stimulation intellectuelle en soi qui fait que la connexion ou le dialogue n'est pas ce qui prime, mais dans l'approche de Jeanne, c'est quand même par la relation à l'autre qu'on s'amuse aussi, et je trouve ça personnellement très intéressant. Donc je te laisse sans plus tarder à l'écoute de cet entretien. Bonne écoute! Bonjour Jeanne, je suis ravie de t'avoir avec moi à la Fabrique à Polyglotte pour parler de fun, pour parler de comment on peut s'amuser quand on apprend les langues, mais avant ça, eh bien on a besoin de te connaître un peu plus, et surtout qui tu es comme apprenante. Waouh! J'ai combien de temps pour ça déjà? Alors, donc je m'appelle Jeanne, je suis française, j'ai, grandi en Alsace, mais je parlais pas allemand, vraiment avant d'aller en Allemagne à 18 ans. Alors oui, j'ai grandi en Alsace, donc j'ai, grandi avec, de l'enseignement de l'allemand à partir du CE2, mais je parle pas alsacien déjà, donc j'ai dû apprendre l'allemand, à l'école comme d'autres, l'anglais aussi. Dernièrement, je me suis mis au norvégien. Comment je suis tombée dedans? Je pense premièrement par l'enseignement à l'école, mais aussi je pense que celle qui a joué un rôle, c'était ma maman, qui a essayé de me lire des histoires et de m'apprendre des petites chansons en allemand quand elle voyait en fait que mes frangins, on est 6 enfants et moi je suis la dernière, et tout le monde détestait en fait l'allemand à l'école, et donc elle s'est dit bon allez, pour la dernière on va essayer autre chose, donc elle m'a lu des livres, appris des petites chansons, et j'ai pu aussi faire des séjours en Allemagne. Je pense que c'est ça qui a beaucoup contribué aussi au fait que j'ai aimé aussi apprendre l'allemand après. Et comment tu es passée de... Alors, est-ce que c'est la magie des petites chansons que tu as eues petite, mais que tu es passée de j'aime pas trop l'allemand à aujourd'hui ça devient mon métier et même je l'enseigne avec plaisir?
Ouais. Alors, je pense que ça vient un peu de ma personnalité. Je j'aime pas faire comme tout le monde et puis relever des défis, ça a toujours été un peu mon truc et en fait, à 18 ans, quand j'ai fini mon bac, donc les cours d'allemand, c'était horrible, hein. Au lycée, j'ai détesté les cours d'allemand, j'avais une prof, c'était l'horreur. Mais en fait, j'avais pas envie de partir dans des études, HEC ou je sais pas quoi. J'étais bonne élève, j'aurais pu faire, mais ça m'intéressait pas et donc moi, je voulais faire une année de volontariat pour pas faire comme tout le monde, hein et donc je connaissais 2-3 personnes qui avaient fait ça aux États-Unis et moi, je me suis dit: «Bah non, je vais aller faire ça en Allemagne, comme ça, je vais apprendre en même temps une langue» et donc je suis partie en Allemagne. Donc vraiment esprit de contradiction quoi, de faire autre chose et après je suis arrivée en Allemagne et là je me suis sentie bien parce qu'en fait, j'avais 18 ans, je découvrais la vie, je découvrais le monde et puis, j'ai accroché avec l'Allemagne comme j'aurais pu accrocher avec un autre pays si j'étais allée ailleurs quoi, mais ouais. Est-ce que tu te souviens précisément de ce moment où c'est passé de l'esprit de contradiction à vraiment apprécier une langue? Parce que ça coûte quand même quelque chose. On n'apprend pas une langue en 5 secondes, ça demande de l'investissement. Bah, en fait, j'ai dû apprendre quand même beaucoup, à l'école, hein, faut quand même le dire. J'ai des tableaux de déclinaison, les règles de grammaire, ça, j'en ai mangé, mais je comprenais rien. Et arrivé en Allemagne, en fait, comme je travaille dans un jardin d'enfants, avec des enfants de 3 à 6 ans, en fait, t'as pas le temps de te poser ces questions-là. Les gamins, ils viennent, ils te parlent, t'es une adulte, tu dois comprendre. Et en fait, t'es obligé de te mettre dedans. Et en fait, c'est ça, j'ai été obligée de très vite sortir de ma timidité et de me mettre à parler avec des gens, parce que je suis foncièrement quelqu'un de très timide. Et j'ai été obligée de sortir de ça par la force des choses. En fait, j'avais pas le choix. J'avais 18 ans, j'étais en Allemagne, il n'y avait pas de portable à l'époque, j'avais pas d'internet, j'étais toute seule avec des Allemands autour de moi, donc j'étais bien obligée de me bouger. Et puis le début a été difficile parce que j'ai pas été aidée non plus avec les gens qui m'encadraient. Mais en fait, bon, je pense que j'ai la niaque aussi, et donc je me suis pas laissée faire. Et je sais qu'en tout cas, par rapport au moment clé, il y a un moment où j'ai été super fière, en fait, ça devait être au bout de 2-3 mois, où j'ai réussi à faire une blague en allemand. Je sais plus quelle était la blague, mais j'étais très fière de moi. Et alors, après cette année-là, tu t'es dit, ok, l'allemand, ça me plaît, je veux l'enseigner. Ou c'est pas comme ça que ça s'est passé? Pas tout à fait. Alors je tiens à préciser, je suis pas prof d'allemand, hein. Je vais expliquer un peu mon Ouais. parcours, mais après cette année-là, moi, déjà, je me suis dit, je kiffe l'Allemagne, je kiffe les gens que j'ai rencontrés ici, je veux vivre en Allemagne. Et dans ma tête, je me disais, oui, mais bon, c'est jamais, peut-être qu'un jour, tu voudras revenir en France. Donc j'ai commencé, à la fin de mon aide volontariat, à chercher sur Internet, et j'ai trouvé qu'il y avait un cursus pour être prof des écoles bilingues. Enfin, faire les deux, un double diplôme entre France et Allemagne. Et je me suis dit, trop bien, c'est ça qu'il me faut. Et là, quand j'ai trouvé ce cursus franco-allemand, je me suis dit, top, c'est ça qu'il faut faire. Et alors, du coup, je sais plus quelle était la question, je me suis perdue. C'était si tu avais décidé juste après cette année de volontariat à... Ah oui, c'est ça. Donc ouais, c'était ça. C'était de me dire, bah, je veux ce métier-là. Et à la fin, j'ai eu mon diplôme aussi de prof des écoles en Allemagne. Et donc, j'ai enseigné pendant 3 ans. En tant que prof des écoles allemandes, dans une école allemande, j'étais fonctionnaire allemande, comme n'importe quelle autre allemande, quoi. J'ai enseigné l'allemand à des élèves de CE2 allemands et je corrigeais leurs dictées. Je me disais, oh là là, enfin, alors, surtout les rédactions, je me disais, j'espère que j'oublie pas des fautes de grammaire et tout, c'était le stress. Mais voilà, j'ai kiffé ça quand même. J'imagine bien. Et alors, comment est arrivé naturellement? Naturellement est arrivé quelques années après. En fait, donc j'ai travaillé 3 ans en Allemagne et puis finalement je me suis mariée avec un Français. Donc j'ai quitté l'Allemagne, quitté mes rêves de vivre en Allemagne, d'avoir des enfants bilingues, d'avoir un mari allemand, etc. pour m'installer avec lui. Et je suis toujours avec lui, je suis toujours très heureuse, hein. Mais voilà, c'était un choix qui n'a pas été évident quand même de renoncer à tout ça, mais c'était notre choix de vie aussi à deux. Et du coup, j'ai pris un poste d'instit française basique dans une école primaire. En fait, j'ai laissé l'Allemagne de côté. J'ai vraiment mis la parenthèse. Et en fait, j'ai eu un moment de crise où je me suis dit, mais c'est pas ça, quoi, je m'y retrouve plus. Et en fait, ça a été le moment de déclic où je me suis dit, bah, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie d'autre chose. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre qu'un site. Je savais que j'avais des amis qui avaient lancé un business en ligne, en fait, qui avait démarré. Alors, c'était pas sur les langues. Je me suis dit, ah, mais moi aussi, je pourrais partager quelque chose sur YouTube et tout. Et finalement, il y a eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, l'allemand, moi, j'adore cuisiner, j'adore faire des bricolages, faire plein de choses, mais en fait l'allemand, je peux faire tout ça en allemand et en même temps aider les gens à apprendre l'allemand et c'est vrai que j'avais toujours aimé ça à l'époque quand je vivais en Allemagne et que je revenais voir mes amis français, je leur ramenais des trucs d'Allemagne, je leur faisais découvrir la culture allemande et tous ces amis qui avant me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire chez les Schleux, là ils me disaient ah mais en fait l'Allemagne c'est sympa et en fait c'est ça qui me fait kiffer quoi, c'est d'avoir quelqu'un qui à la base se dit ouais l'allemand c'est nul c'est moche et qui dit ensuite ah mais en fait l'allemand c'est sympa, ouais, ils ont des chouettes jeux et puis oh, j'aime bien leur repas et puis j'aime bien leur gâteau, enfin faire découvrir des trucs sympas et je me suis dit mais en fait je vais faire ça sur YouTube et donc j'ai démarré en 2018 avec la chaîne YouTube et puis après ça a grandi petit à petit. Et parce qu'on est beaucoup à avoir dû faire allemand au collège et au lycée et avoir été un peu traumatisé par ce choix-là parce qu'il n'a pas forcément été toujours le nôtre, est-ce que tu saurais mettre des mots sur ta relation avec cette langue? Est-ce qu'on doit connaître, nous, qui avons été traumatisés par cet apprentissage, qu'est-ce qu'il y a d'absolument beau et merveilleux dans le pays qu'on doit absolument connaître?
Alors, ouais, ça me fait réfléchir ce que tu dis, parce que je pense pas que je sois follement amoureuse de la langue allemande, tu vois, et ni même de la mentalité allemande dans sa totalité. Il y a énormément de choses que je trouve vraiment chouettes dans la langue, par exemple, le fait que ce soit les mots légaux là, que tu mets ensemble. C'est une langue qui est très logique, donc une fois que tu as compris la logique, en fait, tu l'appliques, et puis c'est rigolo, il y a des expressions qui sont trop drôles. Et en fait, donc voilà, il y a des choses dans la langue qui sont chouettes, il y a des choses dans la mentalité qui sont chouettes. Moi, j'aime cette ouverture, ce fait qu'ils sont pas forcément fiers d'eux, mais que du coup, ils sont hyper ouverts à faire plein de choses. Ils sont plus tournés sur le vert, sur l'écolo, sur le naturel, sur le fait maison, le bricolage, etc. Mais il y a plein d'autres choses qui me saoulent aussi, hein. Franchement, faut être là, je sais pas non plus. Enfin, tu vois, des fois, quand on va en Allemagne et je vois certaines réactions des Allemands, je me dis, oh, arrêtez, merde. Donc, non, je suis pas follement amoureuse de l'Allemagne, je me visualise pas non plus comme une personne. Je pense que c'est juste la différence. Moi, ce que j'aime, c'est cette comparaison. C'est de voir, tiens, en français, on dit ça, ou on fait ça, et en allemand, on le dit autrement, ou on fait autrement. Et c'est remarquer ces choses et interagir avec des gens, discuter, et se rendre compte que, bah tiens, dans ta langue, ça se dit comme ça, mais moi, j'avais l'habitude de le faire comme ça. Et en fait, moi, c'est l'échange qui me fait kiffer. Donc, c'est pas tant la langue, mais c'est les personnes que je rencontre, les personnes que je vois, et puis c'est surtout faire changer ses mentalités. Ça aurait pu être pour l'allemand, ou pour l'italien, ou pour quoi que ce soit d'autre, au final. Ok, c'est l'espèce de sentiment d'élargissement de soi qu'on a. Mais il y a Ouais. des études qui ont été menées pour montrer qu'on ne faisait pas les mêmes choix et qu'on n'avait pas les mêmes réactions si on savait parler une langue ou deux. Ok, Et puis, ça donne cette ouverture d'esprit. Enfin, moi, je pense que, je disais souvent en rigolant, le jour où je serai ministre de l'Éducation nationale, on forcera tous les étudiants, pendant leur cursus, à partir à l'étranger. Les Allemands, ils font quasiment tout ça, hein. Enfin, quand je dis à un Allemand que j'ai fait un FSJ, ça s'appelle Freiwilliges Soziales Jahr, c'est le nom en allemand de cette année volontaire que j'ai faite, je peux leur donner l'initiale, ils savent ce que c'est, parce que la moitié en a fait une, ou connaît quelqu'un qui l'a fait, ou est parti à l'étranger. Alors qu'en France, je trouve qu'on est un peu trop tourné sur nous-mêmes, on s'ouvre pas assez aux autres, et en fait, cette expérience d'aller, on s'en fout après au final. Moi, si j'ai quelqu'un qui regarde mes vidéos, ou qui entend cette interview, et qui se dit, bah tiens, ça y est, je vais me lancer à apprendre une autre langue que l'allemand, je serais trop contente, autant que s'il apprend l'allemand, je m'en fiche au final qu'il apprenne l'allemand, c'est peut-être un peu choquant ce que je dis, mais c'est juste d'aller vers cette ouverture et d'aller vers l'autre qui est important, quoi. c'est vrai. Et une autre chose qui te caractérise, c'est que tu répètes beaucoup que tu apprends et tu enseignes en s'amusant, de manière authentique, naturelle et décomplexée, si je reprends tes mots. Donc c'est quoi un peu ta formule et ton approche? Bah, c'est justement de prendre le contre-pied de ce qu'on a tous entendu à l'école, de nous dire que, enfin, si tu demandes à quelqu'un qui a fait allemand, je pense que c'est ton cas aussi, tu penses tout de suite au tableau de déclinaison, au der, die, das, accusatif, datif, machin, et tu te dis, oh là, ça va être galère. Et en fait, moi, je prends le contre-pied par rapport à ça, et je dis, mais en fait, non, on s'en fiche de ça. On s'en fiche du der, die, das, on essaie de parler, l'important, c'est d'y aller. Et en fait, moi, il y a très souvent des choses que je ne sais pas dire, ou je me trompe, ou là encore, j'ai juste avant notre interview, j'ai tourné des vidéos pour ma chaîne Einfach Französisch, justement pour apprendre le français aux Allemands. Et je suis sûre qu'il y a des fautes de grammaire dans ma vidéo. Je suis sûre. Enfin, il y a un moment, je savais pas si c'était auf dem ou auf den. Mais en vrai, je m'en fous. En fait, j'ai laissé le truc et je crois que j'ai mis une fois l'un et une fois l'autre. Et alors, au pire, je sais qu'il y a des Allemands qui vont s'énerver, qui vont dire, ah, ils sont trompés, c'est auf den. Mais moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me lance, j'y vais et je parle. Et je pense que ça fait beaucoup de bien. On a besoin de l'entendre aussi en tant que Français, de pas se stresser. Parce qu'en fait, à force de se stresser, bah, on ne dit rien parce que de toute façon, ça va être fou et on va se faire gronder dessus. En fait, il faut y aller et puis de prendre du plaisir à communiquer parce qu'une langue, c'est fait pour parler. Donc, voilà. Et comment concrètement ça se traduit dans ta méthode? Qu'est-ce que ça change concrètement pour quelqu'un qui passerait par ta plateforme, par exemple? Alors, quelqu'un qui va aller sur YouTube, j'ai des vidéos sur YouTube où je parle des tableaux de déclinaison. Pourquoi? Parce que je sais que c'est la question que se posent les gens, Oui. c'est quoi ces tableaux de déclinaison, comment faire? Donc j'ai fait, parce que YouTube, ça marche comme ça, YouTube, il faut répondre aux questions des gens. Mais dans la dernière vidéo, je dis en fait, on s'en fout, déjà le génitif, les Allemands, ils l'utilisent quasiment plus. Ils savent pas bien l'utiliser. Et puis donc je dis, voilà, je dis oui, voilà, si vous voulez, je vous l'explique, mais en vrai, on s'en fiche. Donc ça, c'est sur YouTube. Après, dans nos programmes de formation, on va pas du tout commencer par ça. C'est-à-dire qu'on va apprendre, en fait, les choses utiles si tu veux voyager en Allemagne, si tu veux parler avec tes amis, si tu veux t'installer là-bas, ou voilà. De quoi tu as besoin? Bah, tu as besoin de pouvoir te présenter, dire d'où tu viens, poser quelques questions à la personne en face. Tu as besoin de pouvoir demander de l'aide, demander ton chemin, commander un truc au resto. Et en fait, on apprend ces choses-là. On apprend du coup plutôt des structures, pas forcément des phrases toutes faites, mais un peu des structures. Et dans ce quotidien-là, dans
les structures, on découvre un petit peu la grammaire. Donc, il peut arriver qu'au bout du 5e module, ça fait 5 semaines que tu es en train d'apprendre l'allemand et tu sais du coup entre-temps te présenter, commander un truc au resto, mais tu sais toujours pas ce que c'est le datif et l'accusatif. Donc, je vais t'en parler un petit peu, mais dans le concret, comme il m'arrive de corriger ma fille qui est au CP là et qui se trompe encore parfois, non, elle est au CE1 maintenant, puis elle a grandi, elle se trompe parfois encore, tu sais, sur la conjugaison des verbes en français. Elle dit, il faut que je prends. Je dis, non, il faut que tu prennes. Mais je vais pas lui expliquer que c'est un subjonctif, on s'en fiche, tu vois. Et puis après, on va être beaucoup axé sur la conversation, effectivement. Donc, on a des accompagnements individuels où les gens peuvent parler avec un natif. Et on a aussi des séances de conversation où ils peuvent parler entre eux, puisqu'on a du coup des Français qui apprennent l'allemand et des Allemands qui apprennent le français. Là, il y a 2 semaines, on a fait un événement à Strasbourg pendant tout un week-end. On avait une 30aine de personnes, français et allemand ensemble. Et en fait, ils ont passé tout le week-end à discuter ensemble, des fois en français, des fois en allemand, des fois la mishmash entre les deux. Mais c'est ça qu'on veut, en fait, c'est communiquer. Et quels sont les bénéfices donc de cette méthode? J'ai l'impression qu'on peut dire qu'on apprend plus vite, ou en tout cas qu'on est capable d'être opérationnel dans la langue un peu plus vite. Quelles sont les autres choses qu'on découvre quand on apprend en mettant de côté la perfection de la grammaticale? C'est prendre le plaisir d'apprendre. Alors, on apprend plus vite. C'est pas forcément ça qu'on recherche. Moi, ce que je recherche, c'est que les gens puissent parler en tout cas le plus tôt possible. L'avantage, c'est aussi le fait de favoriser la rencontre, et c'est quelque chose dont on a cruellement besoin en ce moment. Nous, on a comme ça des amitiés qui se créent, des personnes qui sont parties en vacances. Là, on a quelqu'un qui a trouvé un boulot grâce à son tandem, donc une Française qui avait fait un tandem avec une Allemande de la formation. Donc moi, c'est ce côté humain, en fait, qui me plaît, et qui est aussi un gros plus de notre programme. C'est ça, parce que quand on s'amuse, en fait, j'ai l'impression que ça remet la langue à sa place, c'est-à-dire c'est un outil et on n'en fait pas un espèce d'objet en soi. J'ai autre chose à te demander. Donc, tu as partagé, et ça c'était hyper intéressant, tes expérimentations avec le norvégien. Mhm. Et tu nous racontes, donc sur 3 mois, et que pendant ton 3e mois, tu as réussi à caler dans ton apprentissage 45 minutes par jour. Et si je reprends à peu près tes mots, c'est quelque chose que tu as pu intégrer facilement, sans le sentir, dans le fun. Donc j'ai envie de savoir comment tu as fait et comment on peut faire nous aussi. Effectivement, ouais, c'était 45 minutes en moyenne hein, sur le dernier mois. J'avais vraiment comptabilisé ce que je faisais tous les jours. L'idée, c'était de... Alors, je donne souvent cette image de l'immersion sous la douche, à la piscine et à l'océan. L'idée, c'est que tu fais tous les jours, tu prends tous les jours une douche, donc tu vas faire ta douche de langue. Alors moi, c'était du coup le norvégien. Je m'efforçais d'en faire au moins 5 minutes, et c'était de, par exemple... revoir un peu de vocabulaire. Donc, on utilise dans notre programme, et du coup, j'ai utilisé aussi là, une application qui s'appelle Quizlet, tu connais certainement, Ouais. et qui, alors comme d'autres applications, hein, permet en fait, avec le système de la répétition espacée, où tu revois fréquemment les mots que tu connais le moins. Et du coup, l'avantage aussi, c'est que tu peux créer tes propres listes. Donc, moi, j'avais créé ma liste de norvégiens, je l'agrémentais à chaque fois. Donc, ça, c'est sympa, ça ne demande pas beaucoup. Enfin, j'ai juste besoin de mon téléphone, je peux même faire ça sur les toilettes à l'arrière, tu vois, ou pendant que l'eau des pâtes est en train de chauffer. Donc, l'idée, c'est d'en faire à plusieurs petits moments. Et puis ensuite, moi, ce que j'ai fait pendant le 3e mois, c'était le défi d'écrire tous les jours des phrases en norvégien dans mon carnet. Et concrètement, j'avais mis ce carnet, il était bien en vue chez moi pour que je passe régulièrement devant. Et généralement, c'était le soir que je me disais, moi, je l'ai toujours pas fait, donc je le fais. Et c'était le côté défi, en fait, moi, qui m'a aidé. C'est quelque chose que tu peux pas forcément tenir pendant des années. Enfin, moi, en tout cas, non, parce que je suis pas ce genre de personne. Mais par contre, pendant un mois, j'étais à fond. Et je trouve que ce genre de défi, ça motive vraiment beaucoup. Mais l'idée, c'est pas de se prendre la tête. Je cherchais pas à écrire des choses parfaitement en norvégien. Je suis sûre qu'il y avait plein de fautes dans ce que j'écrivais. Mais je cherchais à communiquer ce que j'avais fait dans ma journée. Donc, j'écrivais des trucs où j'envoyais un message à une copine. Et en fait, le temps, il passe très, très vite comme ça. Justement, tu as mesuré ton temps parce que tu essayes d'apprendre tous les jours. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, un seul conseil peut-être sur comment pratiquer régulièrement une langue à la maison et l'importance de pratiquer régulièrement VS le modèle scolaire 3 heures par semaine ou 2 heures par semaine? Oui. En fait, la régularité, c'est ce dont notre cerveau a besoin. Donc ça, c'est évident que c'est mieux d'en faire tous les jours 5 minutes que 3 heures le week-end et puis rien le reste du temps. Moi, je comprends notre cerveau comme une jungle, en fait, dans laquelle il y a des petits bonhommes qui marchent pour relier les informations entre elles. Donc, le mot en français et puis l'équivalent en norvégien ou en allemand. Et en fait, le truc, c'est que si pendant une semaine, je ne fais pas de norvégien, les mecs, ils vont se reposer, quoi. Et donc, la jungle va pousser partout et je ne retrouverai plus l'information. Si je veux pouvoir trouver cette information qui est importante pour moi, il faut que je le revoie régulièrement pour que le bonhomme, il garde bien le chemin dans la jungle, quoi. Ouais, elle est très cool comme image. En parlant de ce qui se passe dans ton cerveau, est-ce que le fait d'avoir passé autant de temps en Allemagne, ça a changé ta mentalité? Est-ce qu'il y a des choses particulières dans ta relation au temps qui a changé depuis tes 18 ans? Oh là là, ça fait un bail, là.
Oui, certainement, il y a pas mal de choses dont je suis, impactée, notamment, tu vois, là, on est 15 novembre, je suis en train de me dire: «Punaise, dans 2 semaines, c'est le calendrier de l'avent, il faut vite que je me prépare un truc». Parce que, en Allemagne, le calendrier de l'avent, c'est évident pour tout le monde, toute une histoire Noël en Allemagne et en France, mais oui, je pense qu'il y a des choses qui. Je pensais particulièrement à la relation au temps, à la ponctualité, à la rigueur, qui est peut-être Ah! aussi dans le cliché. Mais est-ce que, par exemple, tu Ouais. conseilles d'apprendre tous les jours à la même heure ou d'avoir des habitudes un peu comme ça? Ouais, je sais que c'est très à la mode de dire ça et la morning routine et tous ces trucs-là. Moi, je suis très freestyle, hein, donc C'est ce que je vois, donc je me disais, ouais, où s'est greffé l'Allemagne dans son cerveau? Est-ce que tu vois une erreur récurrente dans le rapport aux langues, dans les personnes que tu accompagnes, que tu aimerais souligner, présenter pour Mmh, dire: «Ah, évitez de faire ça». c'est de pas parler. C'est vrai. En fait, il y a trop de gens qui ont peur de parler et qui se disent: «Il faut d'abord que je sache plein de trucs avant de pouvoir parler» et en fait, c'est complètement faux parce que plus t'attends, moins t'oseras. J'apprenais le norvégien depuis 8 jours. Là, au mois de mai ou avril, quand j'ai démarré, ça faisait 8 jours que j'apprenais et j'étais à un congrès international où j'ai rencontré du coup des Norvégiens. Enfin, je les cherchais partout parce que je voulais parler avec quelqu'un. Et à chaque fois que j'en voyais un, je lui sortais mes quelques phrases. Donc, je savais dire je m'appelle Jeanne, j'ai 40 ans, j'habite en région parisienne, je viens de France et j'apprends le norvégien depuis une semaine. Voilà. Et mais je savais dire ces phrases-là en norvégien, donc c'était trop bien. À chaque fois, je sortais mes quelques phrases. Et très vite, j'ai appris aussi la phrase «je ne comprends pas», parce qu'en fait, du coup, il me disait «Ah, c'est vachement bien!» Je fais «Ah oui, je comprends pas». Mais c'était tellement satisfaisant de se dire «Ça fait 8 jours que j'apprends et c'est bon, je peux déjà parler avec des gens». Et je pense que ça c'est une énorme erreur qu'on fait, parce qu'à l'école, on nous a tapé sur les doigts dès qu'on parlait et que c'était pas juste. Donc on a peur. C'est très français d'avoir peur. Je sais pas si c'est que français, mais oui, oui. Une autre différence que j'aimerais qu'on soulève, tu accompagnes des gens qui apprennent si bien pour le travail que pour le plaisir. Ça change quoi, eux, dans leur manière d'aborder les choses ou toi peut-être de les accompagner? Pas grand-chose en vrai. Ouais. Parce que, quelqu'un qui apprend pour le travail, un jeune actif qui veut s'installer en Allemagne, il est peut-être un peu plus motivé aussi parce que, il y a sa vie pro aussi qui est en jeu. Moi, j'ai beaucoup de retraités qui veulent apprendre pour pouvoir parler avec leurs petits-enfants. On peut se dire: «Bon, ils s'en foutent un peu plus», mais en fait non, parce qu'ils ont vraiment aussi en fait, chacun a sa motivation différente et en vrai, dans le travail en Allemagne, tu peux aussi beaucoup te débrouiller avec l'anglais, mais c'est quand même mieux de pouvoir parler allemand pour t'intégrer aussi dans la société. Donc au final, c'est à peu près les mêmes compétences dont ils ont besoin. Ils ont tous besoin de pouvoir se présenter, parler d'eux, dire d'où ils viennent, poser des questions, aller commander au resto et faire une blague. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que ça change. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais fait un petit défi avec une plateforme pour l'allemand pour reprendre des cours et j'avais rencontré pas mal effectivement de retraités. N'attendez pas d'être à la retraite pour reprendre les langues. Même si vous aurez du temps et que c'est sans doute très chouette pour commencer une nouvelle activité à ce moment-là, n'attendez pas la retraite s'il vous plaît. Ouais. On peut commencer avec quelques minutes par jour. Donc, la méthode. Jeanne, c'est une méthode où on s'amuse et pour autant, parler, ça fait peur. Comment tu rends ça ludique? Hmm, ça, c'est une bonne question. C'est pas que les autres n'étaient pas bonnes, mais c'est vraiment un défi. Franchement, faut être honnête, c'est vraiment un défi. Donc nous, on lance souvent des petits challenges dans notre groupe de voilà pendant 21 jours, poster tous les jours un truc. Mais ça reste comme on est à distance, il faut quand même que chacun chez soi se bouge, tu vois. Et donc, il faut que chacun aussi se prenne en main. Le fait que ce soit à distance, ça facilite pas les choses, je trouve. On a des sessions où les gens peuvent converser entre eux, mais comme c'est aussi souvent des personnes plus âgées, ils sont pas toujours à l'aise derrière l'ordinateur, etc. Par contre, là, on a vécu un truc vraiment fort dans notre événement week-end à Strasbourg, parce que là, en fait, pendant tout le week-end, on leur a fait faire plein d'activités où ils ont été amenés à parler les uns avec les autres, à faire quelque chose les uns avec les autres, à faire un bricolage, à faire un jeu, à inventer une histoire. Pendant tout le week-end, on avait créé tout plein de situations où ils étaient obligés en fait de parler, et comme ils sont face à un humain en fait qui lui-même aussi galère dans l'autre langue, ça décomplexe aussi de se rendre compte en fait lui aussi il n'y arrive pas forcément aussi bien que moi, il a autant de mal que moi à s'exprimer dans la langue étrangère, et en fait du coup tu décomplexes et tu te lances plus, et en fait mais les gens ils arrêtaient pas de parler de tout le week-end quoi, et encore maintenant sur le groupe ils sont à fond parce je pense que le présentiel a quand même créé quelque chose de très fort qu'on peut pas recréer tout le temps et qu'on essaye de recréer le plus souvent possible aussi à distance. Mais déjà, la dynamique de groupe, elle aide beaucoup parce que je sais pas, quand on a un blocage pour parler, qu'on réserve un tuteur en ligne ou un professeur en ligne pour une séance en individuel et qu'on est face à lui, ça peut être hyper intimidant. Et dans le groupe, comme on est avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, il y a un phénomène unique
qu'on retrouve peut-être pas après dans les cours individuels. Enfin, les deux sont complémentaires Ouais. dans tous les cas. Mais Ouais. si vous avez particulièrement peur, vraiment commencez par un cours de groupe où vous verrez d'autres gens qui sont dans la même situation et qui feront aussi les mêmes erreurs que vous et qui seront en empathie. Et en fait, j'ai peut-être aussi pour quelqu'un qui écoute ça et qui a peur de se lancer à l'oral, hein, de parler avec quelqu'un dans un groupe ou tout seul, l'idée aussi auquel on pense pas souvent, c'est de se lancer, de parler tout seul en fait. Mais il y en a qui ont besoin de te dire, mais je sais pas si ce que je dis c'est juste, et du coup, peut-être que je suis en train de répéter des erreurs. Oui, mais d'où mon premier truc de dire à la base, on s'en fout des erreurs en fait. C'est trop français de vouloir faire tout bien et surtout pas le stylo rouge de la maîtresse. Mais on s'en fout. Enfin, je dis franchement, moi, en norvégien, je me quiche. Hein. Enfin, je veux dire, je fais plein d'erreurs, je me trompe sur plein de trucs. Et dans mon petit carnet, j'avais écrit des trucs. Et pendant le voyage, j'ai rencontré un vieux monsieur avec qui on a sympathisé pendant le voyage en train. On a 7 heures de train, qu'on a eu le temps. Et en fait, il a lu mon carnet. Il pensait que j'étais écrivain. Donc, je dis non, j'apprends le norvégien. Et en fait, il a lu mon truc, hein, il m'a corrigé 2-3 trucs, mais on s'en foutait parce qu'il a compris ce que j'avais noté, tu vois. Tout n'était pas juste, mais franchement, il faut arrêter de vouloir faire des trucs parfaits. Dis-moi, où est-ce que notre audience peut te rejoindre s'ils ont envie de savoir un petit peu plus sur comment ça se passe avec Naturellement? Bah écoute, le mieux, c'est sur la chaîne YouTube, donc apprendre naturellement. Et normalement, même quand on met apprendre l'allemand, je crois sur YouTube, on arrive maintenant dessus parce qu'on est à plus de 130 000 abonnés là, donc il y a un beau trafic. Et le blog apprendre-naturellement.com, il n'y a pas énormément de contenu, mais il y a un petit guide en tout cas qui est offert avec les 50 phrases de base, un petit livret qu'on peut imprimer et plier pour avoir dans la poche pour aller en Allemagne et avoir les premiers trucs à utiliser. Donc ça, c'est offert gratuit sur le blog. Yes, donc pour tous ceux qui vont aller faire tous les marchés de Noël qui sont sublimes en Allemagne, C'est ça. munissez-vous d'abord de ce guide. Est-ce que tu as en tête une personne francophone qu'on devrait recevoir sur la Fabrique à Polyglotte pour qu'elle nous partage son savoir sur les langues? De francophone du coup. Alors je sais pas s'il continue Pierre encore du monde des langues, s'il continue à poster des trucs. Il y a Lauriane du marathon des langues. Ouais, je les connais, ok. Et par exemple, si c'était Lauriane, qu'est-ce qui est de particulier chez elle qu'on aurait besoin de connaître davantage? Alors Lauriane, ce que j'aime, c'est le côté dev perso. C'est vraiment une approche de l'apprentissage des langues très tournée sur le développement personnel et la confiance. C'est des choses qui me parlent énormément aussi. Hein. Ok, intéressant. Je vais maintenant te laisser le mot de la fin. Quelle est la chose la plus importante que l'on doit retenir de notre échange? Bah, je dirais oser. Oser vous lancer. Oser faire des trucs, c'est extraordinaire, quoi. Parce qu'on est fiers, on découvre, on rencontre et c'est top. C'est ça. D'avoir affronté une difficulté ou quelque chose qui nous faisait peur, ça rend puissant, je trouve. Bah, écoute, merci beaucoup. Ravie de t'avoir accueilli pour ce sujet fantastique. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.